J'ai entendu parler pour la première fois du bunker en 2026, alors que je faisais la queue dans un café. Deux hommes se tenaient devant moi au comptoir. Ils portaient tous deux des costumes noirs et des lunettes de soleil. Ils ressemblèrent à des personnages du film Men in Black. « Nous avons besoin des spécifications Miss Boisjour », a déclaré l'un d'eux. Le second a acquiescé. Ils parlaient comme des gens qui discutent de calendrier de construction ou de délai de livraison. J'ai pris mon café et je suis parti. Je ne suis pas du genre à discuter avec mes concurrents. Je conçois des structures souterraines, c'est mon métier. Je ne coule pas de béton et je ne conduis pas d'engin lourd. Du moins, plus maintenant. Je m'assois à une table et je dessine ce que d'autres personnes construisent. Des pièces, des couloirs, des schémas d'armature, des systèmes mécaniques, des points d'accès et des travaux techniques. Un travail de précision. Les gens imaginent les bunkers comme des lieux dramatiques, des portes en acier épais, des feux de signalisation, quelque chose de militaire. En réalité, la plupart d'entre eux ressemblent à des caves qui ne cessent de s'agrandir. Et pendant longtemps, c'est tout ce qu'ils ont été. Des abris anti-tempête, des pièces sécurisées, des pièces anti-panique. Les gens voulaient un endroit où se réfugier en cas d'incendie. Les tornades s'engouffrent à l'intérieur, un endroit solide, un endroit calme. Puis les projets ont commencé à changer. À peu près à la même époque, les histoires de personnes riches construisant des structures souterraines ont commencé à se multiplier. L'exemple le plus notable est celui de Mark Zuckerberg. Des rapports publics ont révélé que sa propriété à Hawaï comprenait un grand complexe privé relié à un élément souterrain. Les documents de planification mentionnaient du béton armé, des points d'accès contrôlés et des systèmes autonomes. Lorsque les journalistes l'ont interrogé à ce sujet, il l'a décrit comme un abri anti-tempête. « Je me prépare simplement », disait-il, et la plupart des gens l'ont accepté et sont passés à autre chose. Dans mon domaine, personne n'est passé à autre chose, car l'ampleur de ce projet n'était pas négligeable. Ce n'était pas quelque chose que l'on ajoute après coup. Mais Zuckerberg n'était pas le seul. Sam Altman a parlé publiquement de se préparer au pire. Dans une interview, il a mentionné qu'il disposait d'un sous-sol fortifié et de plans personnels en cas d'urgence. Il ne présentait pas cela comme une peur. Il présentait cela comme une planification. Jeff Bezos n'en parle presque jamais, mais les informations concernant ses propriétés décrivent des domaines conçus pour l'isolement, la vie privée et l'autosuffisance. Les formulations sont toujours très prudentes. Sûr, privé, fortifié. Personne ne prononce jamais le mot « bunker ». Et puis, il y a les cas qui ne font pas la une des journaux. J'ai entendu des histoires de la part d'entrepreneurs et de consultants au sujet d'acheteurs fortunés qui acquièrent de grandes parcelles de terrain dans des régions reculées. Pas des maisons de vacances, pas des ranchs, juste des terrains. En Nouvelle-Zélande, des cas ont été publiquement documentés où des acheteurs étrangers ont tenté de construire des structures souterraines sous des permis agricoles ou des entrepôts. En surface, la propriété semblait normale. Sous terre, les plans étaient vastes. Dans le Midwest, d'anciens silos à missiles gouvernementaux ont été vendus il y a plusieurs décennies. Certains ont été transformés en résidences souterraines, privées. Vous pouvez vérifier. C'est vrai. Un exemple très médiatisé a été transformé en une structure à plusieurs niveaux, avec des murs en béton épais, des systèmes d'alimentation électrique interne, des réservoirs d'eau et un accès contrôlé entre les étages. La publicité a mis l'accent sur les caractéristiques luxueuses. Les documents techniques ont mis l'accent sur la survie. En Europe, il existe des résidences souterraines construites dans des collines et des montagnes. Vendues discrètement à des acheteurs privés, elles sont décrites comme des maisons sûres. Leur agencement rappelle celui des résidences de luxe. Les systèmes de soutien sont complexes et redondants.
j'ai travaillé sur des projets similaires. Au début, les tâches étaient de familières. Abris anti-tempête, sous-sol fortifié, pièces cachées derrière de faux murs. Les clients avaient en œuvre toujours une raison. Préparation aux incendies, aux émeutes, aux catastrophes naturelles, aux pandémies. Les raisons n'influençaient pas les plans. Au fil du temps, les demandes ont changé. Les pièces sont devenues plus profondes, les murs plus épais. Les budgets n'étaient plus discutés. Les clients ont cessé de demander combien de temps prendrait la construction et ont commencé à demander quand elle serait terminée. À cette époque, je travaillais pour une entreprise spécialisée. Ils ne faisaient même pas de publicité. On les trouvait par le bouche à oreille. Leur portefeuille comprenait des clôtures, des portails, des structures fortifiées et des bâtiments conçus pour empêcher les gens d'entrer. Ils m'ont engagé comme consultant pour faire du dessin et de la vérification. Rien de secret, m'ont-ils dit. Le premier projet que j'ai traité pour eux était désigné comme un entrepôt sécurisé. Il disposait d'une alimentation électrique redondante, d'un système de filtration de l'air et d'une pièce intérieure hermétique sans fenêtre. Le deuxième projet suivait le même plan. Le troisième aussi. Des états différents, des climats différents, des clients différents. Les similitudes étaient frappantes. La terminologie a également changé. Les clients ont cessé de les appeler des abris. Ils les appelaient des blocs. Bloc inférieur, bloc principal, bloc de service. L'entreprise a adopté ce langage sans commentaire. Des dates ont commencé à apparaître dans les documents internes. Opérationnel après 2026, restriction d'accès 2026, système classé 2026. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, on m'a répondu que cela faisait partie d'une nouvelle norme. Personne n'a expliqué exactement de quelle norme il s'agissait. J'ai continué à travailler. Dans ce domaine, on vous paie pour dessiner ce qui vous est demandé et vous assurer que cela correspond aux exigences. Le contexte n'est pas nécessaire pour faire le travail. Et puis, un soir, un ensemble de plans révisés est arrivé. Ils étaient marqués comme urgents, soulignés en rouge, mis en évidence. La structure de base n'avait pas changé, mais plusieurs systèmes avaient été modifiés. Les itinéraires avaient été modifiés, des couches avaient été ajoutées, des composants avaient été remplacés. Une note indiquait « Appliquer les mises à jour à toutes les constructions de l'année 2026. Ne pas discuter des modifications, sauf si on vous le demande. » Il n'y avait pas de signature. Après cela, j'ai commencé à comparer les projets plus attentivement. Différentes entreprises, des plans et des délais similaires. Certaines caractéristiques apparaissaient plus souvent. D'autres disparaissaient. Lorsque je posais des questions, les réponses étaient vagues ou évasives. Lorsque j'ai demandé à un client ce qu'il prévoyait de stocker dans la pièce intérieure hermétique, il m'a répondu qu'il s'agissait d'équipements. Lorsque je lui ai demandé lesquels, il m'a répondu que ce n'était pas quelque chose que j'avais besoin de savoir. J'ai commencé à revoir les anciens plans. Les premiers projets semblaient plus simples. Les nouveaux comprenaient des systèmes supplémentaires, des mesures de sécurité supplémentaires et des couches supplémentaires. Rien dans les documents n'expliquait pourquoi cela était cohérent. Mais je construis ce qu'on me demande de construire, et de plus en plus, ce qu'on me demande de concevoir ne ressemble pas à une précaution, mais à une anticipation. L'appel est arrivé alors que j'étais dans la benne de mon camion, en train de fouiller à la recherche d'un mètre ruban. Je l'avais laissé tomber derrière une pile de plans roulés. Mon téléphone a vibré 2 fois. Numéro inconnu. Ohio. J'ai répondu, l'épaule appuyée contre le cadre de la porte. « Oui, allô ?» ai-je dit. La voix masculine était claire et posée. « C'est Daniel ?»« Oui, c'est Daniel, » ai-je répondu. « Je m'appelle Martin Hale, » a-t-il commencé. « Un collègue m'a donné votre nom. Je possède une structure souterraine privée sur un terrain au sud de Cleveland.
J'ai besoin d'une inspection. Intégrité des systèmes. État de préparation. Êtes-vous disponible cette semaine? Oui, peut-être. Ai-je commencé. Quelle est sa taille? Elle est grande, a commencé Hale. Vous m'avez été chaudement recommandé. Je veux que vous l'inspectiez vous-même. D'accord. Avez-vous des plans que vous pourriez m'envoyer? Vous aurez tout sur place, a dit Hale. À votre arrivée, vous serez accueillis. On vous conduira. Vous aurez un accès complet. Il m'a donné l'adresse et l'heure. Dans 2 jours, à 9 heures du matin. L'appel a pris fin. Je suis resté là, le maître à ruban à la main, à regarder l'écran, comme s'il pouvait m'expliquer ce qui venait de se passer. J'ai quand même noté l'adresse. 2 jours plus tard, j'ai quitté North Olmsted avant 7 heures. J'ai pris la 71 vers le sud, puis j'ai bifurqué sur des routes secondaires, comme il me l'avait indiqué. J'ai dépassé les entrepôts habituels, les stations-service, les enseignes des snack-bars, puis plus rien, à part des champs plats et des arbres dénudés. À un moment donné, mon GPS affichait un point bleu se déplaçant sur un réseau de routes sans nom, seulement numéroté. L'adresse m'a conduit à un tronçon de route à 2 voies sans accotement. Il n'y avait ni panneau, ni portail, seulement une entrée en gravier qui semblait appartenir à un fermier. J'ai tourné. L'allée était longue, sans virage, juste une longue route droite en gravier avec un petit fossé de chaque côté. Le terrain s'ouvrait autour de moi à mesure que j'avançais, plus d'hectares que je ne pouvais en voir depuis la route. De l'herbe tondue, des lignes bien nettes, des arbres placés spécialement. J'ai aperçu la maison au bout d'1 minute. Moderne, pas immense, mais chère dans un sens discret. Pas de pierres décoratives, pas de colonnes, rien qui ne suggérait une demeure. Je me suis garé près du garage séparé. Un homme attendait sur les marches de l'entrée. Veste, chemise blanche, sans cravate, les mains devant lui, comme s'il était là depuis plus longtemps que nécessaire. Il est descendu pour m'accueillir. « Daniel », a-t-il dit. « Oui, c'est moi. » Martin Hale m'a serré la main une fois et l'a lâché. « Merci d'être venu. J'apprécie que vous ayez fait le déplacement. »« Oui, pas de problème, » ai-je répondu. « Vous avez dit qu'il s'agissait d'une inspection. Vous voulez que je considère cela comme une mise en service? »« Oui, » a répondu Hale. « Nous voulons la confirmation que ce qui a été construit correspond à ce qui a été spécifié. Nous voulons la confirmation que les systèmes fonctionnent comme prévu. Par ici. » À l'intérieur, l'endroit était calme et froid. Pas de télévision, pas de musique, pas d'odeur de nourriture ou de cuisine. Pas de chaussures à la porte. Rien sur les murs, à part une photo de paysage que l'on pouvait acheter dans le hall de l'hôtel. Hale ne m'a pas proposé de café ou d'eau, ni demandé comment s'était passé mon voyage. Il m'a conduit dans le couloir et a ouvert une porte qui ressemblait à celle d'un débarras. Derrière, il y avait une cage d'escalier. L'escalier était en béton, assez large pour que 2 personnes puissent y monter côte à côte. La rampe était soigneusement fixée au mur. Des lampes encastrées de tous les 3 mètres. Tout était hermétique, peint, fini, sans bords apparents. Aucun travail grossier. Hale descendit le premier. « C'est long, » dit-il. « Oui. Jusqu'où? Vous verrez. » Je le suivis. La cage d'escalier ne descendait pas tout droit. Elle se composait de longs segments qui tournaient mêlés sur des paliers. Chaque palier était de la même taille, du même angle, avec le même éclairage. Elle avait été construite pour le trafic. Ce n'était pas un tunnel de panique ou une trappe d'évacuation, mais un véritable passage que les gens pouvaient emprunter quotidiennement. Après la première minute, le bruit de la maison a disparu. Plus aucun bourdonnement de ventilation au-dessus de nos têtes. Plus aucun grincement du sol. Seulement nos pas et le bruit discret de l'air circulant derrière les murs. J'ai levé les yeux une fois et je ne pouvais plus voir la porte. Nous avons continué à marcher. L'air est devenu plus froid, plus sec, avec une odeur de béton et de plastique neuf. L'air filtré a toujours cette odeur propre et morte, comme dans un immeuble de bureau après les heures de travail.
J'ai regardé ma montre sans réfléchir. Nous descendions depuis 3 minutes. Hale ne ralentissait pas. En bas, la cage d'escalier débouchait sur un couloir dont le plafond était plus haut qu'en haut. Les murs étaient en béton, mais recouverts de panneaux. Lisses, blancs, industriels, mais bien finis. Le sol n'était pas en marbre poli et brillant, mais en béton scellé, bien fait. Le couloir s'étendait sur une longue distance, avec des portes sur un côté. Chaque porte était marquée d'une simple inscription. Bloc A, service, mécanique 1. Je me suis arrêté juste à l'intérieur et j'ai laissé mes yeux parcourir l'espace. C'est plus grand que ce à quoi je m'attendais, ai-je dit. Hale a hoché la tête. C'est pour cela que vous êtes ici. Je sortis mon carnet et commençai à faire ce que je fais toujours. Bon, l'alimentation d'abord. Où se trouve votre réception et votre transmission principale? Hale désigna le bout du couloir. Par ici. Nous passâmes 2 portes et entrâmes dans une pièce qui semblait vivante. Des ventilateurs, de faibles vibrations, une présence mécanique constante que l'on ressent à travers la semelle de ses chaussures. La pièce contenait 2 générateurs sur des supports, tous deux équipés d'un système d'insonorisation. Les conduites de carburant étaient soigneusement disposées. Une série de batteries était alignée le long du mur du fond, connectées à des onduleurs et à un panneau qui semblait provenir d'un hôpital. J'ai regardé les étiquettes, j'ai regardé la redondance. Bien, 2 générateurs, ai-je dit. Et ce bloc de batterie n'est pas une réserve. C'est un deuxième système? Oui, a répondu Hale. Un réservoir de carburant. Hale m'a conduit dans la pièce voisine. Des réservoirs, pas 2 barils. Des réservoirs conçus pour rester là pendant des années. Une admission filtrée? Oui. Un démarrage manuel? Oui. J'ai noté tout cela. Je suis passé aux panneaux électriques. Tout était marqué par zone. Rien de négligé, pas de ruban adhésif manuscrit. Le travail était professionnel et coûteux. On dirait une installation commerciale, ai-je dit. C'était le cas. Qui l'a fait? Ai-je demandé. Une entreprise qui comprend la confidentialité. Je n'ai pas insisté. J'ai ensuite vérifié l'air. Hale m'a conduit dans la salle de traitement de l'air, qui était suffisamment propre pour pouvoir manger par terre. Filtre préliminaire. EPA. Une section marquée « Filtration chimique ». Des filtres de rechange stockés dans des emballages hermétiques. Un système de dérivation qui pouvait diriger le flux vers un autre bloc en cas de panne. Combien y a-t-il d'entrées d'air? 4. Où se trouvent-elles? Sur le site. Elles sont protégées. Puis-je les voir? Pas aujourd'hui. J'ai noté cela aussi. L'eau était la prochaine étape. Réservoir de stockage. Traitement, canalisation d'eau de taille augmentée. Redondance dans les pompes. Unité de traitement UV. Pièces de rechange dans des conteneurs marqués. Comme un atelier de réparation. C'est prévu pour un séjour prolongé, ai-je dit. Hale a de nouveau hoché la tête. Pour combien de personnes est-ce prévu? Assez, a-t-il répondu. Je n'ai pas contesté cela. J'ai continué à avancer. Le plan continuait à se dévoiler. Il y avait des couloirs qui menaient à des pièces d'habitation. Pas simplement des couchettes, de vraies pièces. Des lits, des tables, des rangements, des salles de bain qui n'étaient pas exiguës. Une cuisine avec des équipements professionnels. Un cellier plus grand que mon premier appartement. Il y avait une salle médicale avec des armoires hermétiques, une table, de l'oxygène et des installations de réfrigération. Il y avait une salle de communication avec des lignes câblées, un comptoir et un blindage dans les murs. Je passai ma main sur les panneaux et sentis leur épaisseur. « Faraday » ai-je demandé. « Oui » a répondu Hale. « J'ai noté cela. Nous avons passé des portes portant les inscriptions. Noyau, accès et bloc inférieur. Plus nous avancions, plus cet endroit ressemblait à un bâtiment plutôt qu'à un refuge. Le plafond restait haut
L'éclairage restait uniforme. La ventilation était équilibrée. Pas de point d'âme chaud, pas de coin stagnant. C'était bien fait. Tout indiquait que cet endroit n'avait pas été construit pour une seule nuit de tempête. Il avait été construit pour la routine. J'ai vérifié le système d'extinction d'incendie. J'ai vérifié le drainage. J'ai vérifié les joints autour des portes. J'ai cherché des points faibles et je n'en ai trouvé aucun. À un moment donné, je me suis arrêté et j'ai regardé Hale. « Depuis combien de temps est-ce utilisé ?» ai-je demandé. « Il a été testé », a-t-il répondu. « Par qui ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il a regardé sa montre et a regardé au fond du couloir. « J'ai quelque chose à faire à l'étage », a-t-il commencé. « Je vous laisse terminer votre inspection. » Il a fouillé dans sa veste et m'a tendu une fine carte d'accès. « Toutes les portes dont vous aurez besoin sont actives », a-t-il dit. « Prenez votre temps. Je reviendrai quand vous aurez terminé. » J'acquiesçai. Hale se retourna et se dirigea vers la cage d'escalier. Ses pas résonnèrent pendant un moment, puis se fondirent dans le bruit de fond du bunker. Je restai là un instant, complètement seul dans cet immense espace souterrain. Je poursuivis mon inspection comme je le faisais habituellement. Je me déplaçais dans les couloirs restants, vérifiant les joints des portes, l'épaisseur des murs, là où des découpes mécaniques les avaient mises à nu, et les points de drainage le long du sol. Tout était conforme à la norme du reste de la structure. Le travail était cohérent. Pas de sections bâclées, pas d'ajouts ultérieurs. Plusieurs pièces étaient manifestement destinées à un usage quotidien. Des machines à laver fixées à des plateformes renforcées. Des étagères de rangement étiquetées, mais vides. Une zone de préparation des repas conçue pour les opérations de routine plutôt que pour les rations d'urgence. Je prenais des notes au fur et à mesure. La partie inférieure s'étendait plus loin que je ne l'avais prévu. Le couloir se rétrécissait légèrement, puis s'élargissait à nouveau. Vers la fin, l'éclairage changeait. Dans cette section, les luminaires étaient encastrés plus profondément dans le plafond, produisant une lumière plus douce. Au bout du couloir, il y avait une pièce. La porte était ouverte. À l'intérieur, l'espace était plus grand que les autres et presque vide. Des étagères étaient alignées le long d'un mur. Un bureau se trouvait contre un autre mur. Au centre de la pièce, il y avait un podium métallique bas, fixé au sol. Un livre reposait dessus. Je me suis arrêté juste dans l'embrasure de la porte. Le livre ne correspondait à rien d'autre dans la pièce. Il n'était ni conservé, ni protégé, ni marqué. Il était simplement là. Je m'en approchai. Le livre était posé à plat sur le podium, déjà ouverte au milieu. Les pages étaient bien alignées, comme si elles avaient été placées ainsi exprès. Je tendis la main et touchai le bord d'une page. Le papier était épais, plus épais que le papier moderne. Les bords étaient irréguliers, coupés à la main. La reliure était pâle et lisse, tendue autour du dos. Sur la couverture du livre, il y avait une forme de crâne, moulée dans la couverture elle-même. Elle n'était ni fixée, ni décorative. Je me suis penché pour la regarder de plus près. Les pages étaient remplies d'un texte dense, disposé en colonnes étroites. Des diagrammes étaient intégrés entre les blocs de texte, dessinés à l'aide de lignes droites, espacées de manière régulière. Les symboles se répétaient sur toute la page selon des motifs séquentiels. Puis j'ai remarqué les illustrations. Elles me représentaient des figures qui ne ressemblaient pas à l'anatomie humaine. D'autres avaient des têtes cornues ou des visages déformés. Les dessins étaient détaillés et précis, sans être stylisés ou abstraits. En haut de la page figurait un grand chiffre, 2026. Je l'ai relu pour m'en assurer. Le chiffre ne semblait pas avoir été ajouté après coup. Il faisait partie de la mise en page, alignée avec le texte en dessous. Après cela, j'ai cessé de penser au reste du bunker. Je me suis concentré sur le livre. J'ai étudié les diagrammes, puis les figures,
puis les symboles qui se répétaient là le long des marges. La mise en page semblait structurée, comme des instructions destinées à être suivies dans l'ordre. Je n'avais pas encore tourné la page. Je gardais ma main sur le bord de l'estrade et restais où j'étais. Finalement, j'ai glissé mes doigts sous le bord de la page et les tourné. La page suivante ne contenait qu'un court bloc de texte. Lorsque les anciens serments seront mis de côté et que les signes reviendront dans le ciel, ce qui est scellé se soulèvera. Le compte est fixé à 26 lorsque les hommes doivent de mourir. Sous le texte se trouvait une illustration pleine page. Un homme était agenouillé sur la terre nue, les genoux collés au sol. Ses deux mains étaient écartées devant lui, les doigts écartés, le poids du corps penché en avant. Sa tête était inclinée vers le haut. Au-dessus de lui, loin dans le ciel, un ange planait. Il était complètement détourné de l'homme. Ses ailes étaient largement déployées, occupant la majeure partie de l'espace au-dessus de lui. Leur taille rendait la silhouette en dessous minuscule en comparaison. L'homme restait là où il était, le regard tourné vers le haut. L'ange restait détourné de lui, positionné comme s'il s'éloignait déjà, et rien dans l'illustration ne laissait supposer qu'il se retournerait. Je n'ai pas tourné la page suivante tout de suite. 2026. Finalement, j'ai tourné la page. La suivante était remplie d'eau. Pas en surface, en profondeur. L'océan était représenté en coupe transversale, descendant tout droit du ciel vers la noirceur. La lumière s'amenuisait rapidement à mesure que l'eau descendait. Les couches de supérieur étaient pâles et ouvertes. En dessous de cette ligne, elles devenaient plus lourdes, l'ombrage plus dense, jusqu'à ce que le tiers inférieur de la page devienne une obscurité totale. Quelque chose occupait son centre. L'échelle était établie par comparaison. Les navires étaient donc dessinés le long de la ligne de surface, réduits à de minces silhouettes. Un navire était fendu en deux, sa coque repliée vers l'intérieur. Un autre était incliné vers le bas, la poupe relevée, comme s'il avait été happé par quelque chose en dessous. Sous eux, un corps énorme se tordait dans l'eau. Il était immense, sa forme se courbait lentement sur la page, épaisse et blindée, chaque courbe recouvrant la suivante. Des crêtes parcouraient dans sa longueur, comme des plaques stratifiées. La tête s'élevait de l'obscurité en dessous. Elle était large et émoussée, en forme de coin. La bouche s'ouvrait verticalement, se fendant de la mâchoire inférieure jusqu'au sommet du crâne. À l'intérieur se trouvaient des rangées de dents courtes et denses, étroitement serrées les unes contre les autres. Un œil était visible sur le côté de la tête, placé loin en arrière. Il était rond et pâle, fixé vers l'avant. Le corps disparaissait dans l'obscurité en dessous, s'étendant au-delà de la page. Je suis passé à la suivante. L'eau avait disparu. La page suivante montrait le ciel. Le fond était laissé ouvert et vide. Pas de nuages, pas d'étoiles. Des sphères parfaitement rondes y étaient suspendues. Certaines étaient petites, d'autres plus grandes. Chacune était dessinée avec précision, avec des bords lisses et uniformément courbés. Plusieurs étaient ombrées d'un bleu vif. Une illustration montrait l'intérieur de la cabine d'un avion. Le pare-brise encadrait une sphère bleue flottant juste devant le nez. Elle était suffisamment proche pour occuper la majeure partie du champ de vision, brillant d'un éclat uniforme. Une autre montrait la même sphère, volant à côté de l'aile, maintenant sa position sans dériver. D'autres pages suivaient. Des sphères au-dessus de l'eau libre, au-dessus de terres agricoles, flottant près des côtes. Plusieurs illustrations montraient une sphère bleue descendant directement dans l'océan. La surface restait lisse. L'eau se refermait derrière elle sans perturbation. Au fur et à mesure que je tournais les pages, les images restaient cohérentes. Je pensais aux pilotes récemment interrogés dans les journaux, décrivant des objets qui correspondaient à la vitesse, puis s'arrêtaient tout simplement. Des documents publiés discrètement. Des rapports sur des boules bleues
lumineuses entrant et sortant de l'océan. Les dessins du livre correspondaient très précisément à ces rapports. J'ai tourné la page. La section suivante se déroulait sous terre. Les pages montraient dans des coupes transversales de terre et de béton. Les couches avaient donc été repoussées pour révéler des structures souterraines. Les murs, les plafonds, les armatures et les chambres hermétiques étaient dessinés avec des détails précis. À l'extérieur de ces structures se trouvaient des silhouettes. Elles se tenaient plus haut que les entrées, mesurées par rapport aux portes et aux trappes d'accès, 3 mètres ou plus. Leur corps était entièrement fait d'os. Chaque structure était soudée et rigide. Les formes des crânes étaient allongées et lisses. Les orbites étaient bonnes et profondes. Les cages thoraciques étaient moins courbées vers l'intérieur, formant des cadres solides autour du torse. Les longs bras se terminaient par des doigts fusionnés, formant des griffes rigides. Plusieurs illustrations montraient des silhouettes situées directement contre les murs du bunker. Sur l'une d'elles, une main griffue était appuyée à plat contre le béton armé. Sur une autre, une silhouette se penchait près d'une porte hermétique. Son crâne était incliné, comme si elle essayait de trouver un moyen d'entrer. Une image montrait plusieurs silhouettes entourant la structure enterrée, flottant juste au-dessus du sol. Leurs ailes s'étendaient vers l'extérieur et vers le haut. Les ailes étaient constituées de segments osseux reliés entre eux. Elles semblaient larges et rigides. Une autre illustration montrait l'une des figures saisissant un homme au-dessus du sol et le soulevant. Le bunker en dessous restait intact et hermétique. Aucune des images ne montrait de figure à l'intérieur. Chaque dessin les plaçait sur le périmètre, près des murs et au-dessus des points d'accès, près des entrées qui restaient fermées. Je tournai la page. Il y avait un serpent massif, enroulé. Son corps était épais et musclé, chaque anneau recouvrant le suivant. De grandes écailles lisses le recouvraient l'un sur toute sa longueur. Sa tête était triangulaire et émoussée. Ses yeux étaient placés vers l'avant et largement espacés, ombragés d'un rouge vif. Rouge. Sa bouche était ouverte vers l'intérieur. Sa gorge s'élargissait rapidement, dessinée de manière profonde et lisse. Une illustration montrait une silhouette humaine à moitié à l'intérieur, les jambes encore visibles, les bras fermement serrés par les anneaux. Une autre montrait une deuxième silhouette, complètement avalée, le corps esquissé à l'intérieur du serpent, descendant vers le bas. La dernière image montrait le serpent seul. Son milieu était plus épais. Ses yeux rouges me regardaient. Je tournai la page. La section suivante commençait sans illustration. Un seul mot était écrit en haut, au centre, simplement. Survie. En dessous, il y avait un court poème, séparé du reste du texte. Garde l'or près de toi quand le ciel rougit. Il te fera gagner du temps. Il achètera les morts. L'argent brille pour le sang et les os. Si tu frappes seul. Je l'ai lu une fois et je suis resté où j'étais. L'or pour le commerce, l'argent pour tuer. J'ai pensé aux graphiques de des cours que j'avais vus récemment, ceux qui continuaient à apparaître, que je les cherche ou non. L'or augmentait régulièrement, l'argent évoluait plus fortement, plus rapidement, s'envolant d'une manière qui n'avait pas été vue depuis des années. Les explications étaient toujours les mêmes. L'inflation, la dette, les banques centrales, la peur du marché. Ces raisons avaient toujours été suffisantes auparavant. Il y a quelques jours, une vidéo a commencé à être diffusée pendant que je travaillais. Quelqu'un parlait à nouveau de l'or et de l'argent. Il disait la même chose depuis des années, mais cette fois, il avait raison. Il parlait du métal physique, de la pénurie. Je me souviens avoir fait défiler la vidéo sans y prêter particulièrement attention. Mais en me tenant là, à regarder cette page, je me suis demandé combien de personnes savaient ce qui allait arriver. Je pensais aux bunkers sur lesquels je travaillais, ceux qui s'enfonçaient chaque année,
plus profondément. Ceux qui avaient dans des entrepôts spécialement laissés vides, des étagères attendant d'être remplies de quelque chose de précis. J'ai pensé au moment où les clients ont cessé de demander pourquoi et ont commencé à demander quand. Était-ce la raison pour laquelle les prix avaient augmenté comme ils l'avaient fait? Non pas à cause des plafonds d'endettement ou de l'inflation, mais parce qu'un petit nombre de personnes savaient dès que quelque chose de bien pire allait arriver? Assez. J'ai fermé le livre et l'ai laissé reposer sur le podium. La pièce n'avait pas changé. Le bunker était le même qu'avant. Rien dans le béton ou l'acier ne réagissait à ce que je venais de lire. Car, aussi convaincantes que fussent les pages, aussi précises que fussent les illustrations, ce n'était encore qu'un livre. Juste un livre, étrange. Ce n'était pas une preuve. Ce n'était pas des données. Ce n'était pas une preuve. Les gens ont déjà écrit des choses convaincantes par le passé. Vous savez, des prophéties, des prédictions, des graphiques sur la fin du monde. Elles ne se sont jamais réalisées. Nous sommes toujours là. C'était ridicule. Le livre ne pouvait pas expliquer les marchés, ni les observations militaires, ni les données océanographiques, ni pourquoi les gens riches construisaient soudainement vers le bas plutôt que vers l'extérieur. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi les images semblaient d'aussi concrètes. Je me suis dit que ce n'était pas réel. Ce n'était qu'un livre. Cela ne pouvait pas être réel. Mais même alors que je me tenais là, une partie de moi résistait à cette idée. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que quelque chose semblait différent. Les pages ne semblaient pas avoir été écrites pour convaincre quelqu'un. Elles semblaient avoir été écrites pour consigner quelque chose. Je secouais légèrement la tête et me détournais de l'estrade. Vous l'avez lu. La voix venait de derrière moi. Je me suis retourné. L'homme en costume se tenait à quelques pas, les mains jointes devant lui, tout comme lorsqu'il était arrivé. Oui. Écoutez, excusez-moi. C'était ouvert et... Non, m'interrompit-il. Tout va bien. Il ne semblait ni contrarié, ni surpris. Je voulais que vous... Il a regardé au-delà de moi, vers la tribune, puis de nouveau vers mon visage. Vous avez vu ce qui allait arriver. Vous voulez dire l'histoire ? Ai-je commencé. Le livre. J'ai lu quelques pages. C'est effrayant, mais... J'ai fait un geste vers la tribune. C'est un livre, ai-je poursuivi. C'est tout. C'est vrai. Il ne m'a pas interrompu, n'a pas élevé la voix. Il a simplement attendu que je finisse de parler. « Venez avec moi », a-t-il commencé. « Je veux vous montrer quelque chose. » Il s'est retourné avant que je puisse répondre. Nous n'avons pas emprunté les couloirs principaux. Il m'a fait passer par un passage de service que je n'avais pas encore inspecté. Le plafond était plus bas que les autres et les lumières étaient plus espacées. Nous avons descendu un autre escalier. Ce niveau n'était pas aménagé comme le reste du bunker. Les murs étaient en béton nu, sans panneaux ni peinture. Le sol était nu. Le bruit de nos pas résonnait plus loin. Au bout du couloir, il y avait une seule porte. Elle était en acier et renforcée. Une petite fenêtre était encastrée à sa hauteur des yeux, recouverte d'un verre très épais. Il s'est arrêté à côté. « Je vais ouvrir le volet », a-t-il dit. « Je ne regarderai pas trop longtemps. » Il a poussé le panneau sur le côté. Il y avait quelque chose derrière la vitre. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. Mon cerveau essayait de classer cela et échouait. Quoi qu'il y ait dans cette cellule, cela ne bougeait pas vers la fenêtre. Cela ne réagissait pas à notre présence. Cela rendait les choses encore pires. Ma poitrine se serra et ma bouche s'assécha. Je sentis mes mains se crisper sans le vouloir. Tous mes instincts me disaient de reculer. J'ai reculé. Ça suffit. Il a immédiatement refermé le panneau. Nous sommes restés là, silencieux, pendant un moment. Je n'ai pas demandé ce que c'était. Je n'ai pas demandé comment cela était arrivé là. Je ne voulais pas de réponse qui resterait gravée dans ma mémoire. Nous sommes revenus par le même chemin que nous avions emprunté.
Lorsque nous avons atteint les niveaux finis, le bunker semblait presque normal en comparaison. Il s'est arrêté près de l'estrade. Je vous ai amené ici parce que je ne suis pas doué pour ce genre de choses. La nourriture, l'air, l'eau, la redondance, ce n'était pas mon domaine d'expertise. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti 2 objets, des billets. Ils étaient rigides, recouverts d'une feuille en or qui reflétait la lumière lorsqu'il les bougeait. Ils ne portaient aucune inscription, à l'exception du chiffre 2026. Il les a tendus sur sa paume ouverte. Vous et un autre. Choisissez avec soin. Il laissa le silence s'installer. Vous pouvez rester ici, maintenir les systèmes en état de marche, tout entretenir. Assurez-vous que tout fonctionne comme il se doit, dit-il. Il passa devant moi et retourna vers la cage d'escalier sans dire un mot. Ses pas s'éloignèrent comme auparavant. Puis, je partis. La remontée m'a semblé plus longue que la descente. La cage d'escalier n'avait pas changé. Tout semblait pareil, mais différent. Quand je suis sorti, mon camion était là où je l'avais dégaré. Je me suis assis, j'ai fermé la porte et j'ai démarré le moteur. Je n'ai pas regardé en arrière vers la maison en m'engageant sur le chemin de gravier. Je n'ai pas ralenti en atteignant la route. J'ai suivi le même itinéraire que celui que j'avais emprunté à l'aller, passant devant des champs, des lisières de forêt et de longues étendues désertes de part et d'autre. J'ai roulé sans allumer la radio. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas dit un mot. Et cela nous amène au moment présent. Je vous raconte cela parce que j'ai pris ma décision. J'ai accepté sa proposition. J'emmène mon fils, Julian, âgé de 8 ans. Hier soir, après le dîner, je me suis assis avec lui sur le canapé et j'ai pris un de ses livres sur l'étagère. Un vieux livre illustré avec des monstres. Le genre de livre où la créature est toujours quelque part en arrière-plan, à moitié cachée derrière un meuble ou des arbres, tandis que l'histoire fait semblant de ne pas la voir. Je lui ai dit que j'allais le lire. Il s'est blotti contre moi et a regardé les images pendant que je lisais. Il n'a rien dit, il a juste suivi du regard, tournant la tête quand je tournais les pages. Quand nous sommes arrivés à la partie où les monstres occupaient la majeure partie de l'image, j'ai fermé le livre au lieu de le terminer. Je lui ai dit que nous allions bientôt partir, ailleurs. Il a regardé le livre, puis moi. « Où allons-nous, papa ? Là où nous serons à l'abri des monstres, » ai-je répondu. Je lui ai dit que c'était un endroit construit pour protéger les gens, profondément sous terre. J'ai gardé un ton neutre. Je lui ai dit qu'il pouvait emporter tout ce qu'il voulait, à condition que cela tienne dans un seul sac. Il a hoché la tête une fois, s'est levé et est allé dans sa chambre. J'ai entendu les tiroirs s'ouvrir. J'ai entendu la fermeture éclair de son sac à dos. Quand il est revenu, le sac à dos était à moitié plein, les vêtements mal pliés, son livre sur les monstres fourrés à l'intérieur. Je lui ai dit que nous partirions le lendemain matin et il était retourné se coucher. Après qu'il se soit endormi, je suis resté debout dans l'embrasure de la porte à le regarder. Je me suis dit que je faisais ce qu'il fallait. Je me suis dit que c'était ce que les pères devaient y faire. Le camion est plein et prêt. Nous partirons bientôt. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit. C'était la solution la plus facile. Monter dans le camion et partir, tout simplement. Laisser le reste du monde se débrouiller tout seul. Mais je ne pouvais pas vivre avec ça. Je ne pouvais pas partir en sachant que j'avais vu ce que j'avais vu et que je n'avais rien dit, sachant que j'avais été averti d'une manière dont la plupart des gens n'avaient pas été avertis. C'est donc moi qui vous avertis. Je sais que les temps sont durs. Je sais que l'argent est rare et que les amis sont plus difficiles à trouver qu'avant. Parlez aux gens autour de vous, à vos amis, à vos voisins, à ceux en qui vous avez confiance. Regroupez-vous si vous le pouvez. Organisez-vous. Élaborez un plan qui ne repose pas sur le fait que tout fonctionne comme avant. Choisissez un endroit où aller. Pensez à la nourriture, à l'abri.
Pensez à la façon dont vous vous protégerez les uns les autres si cela s'avère nécessaire. Ne supposez pas que quelqu'un d'autre s'en chargera. Et si vous le pouvez, procurez-vous de l'or ou de l'argent, même une seule pièce. Ce n'était pas présenté comme un conseil dans le livre. C'était présenté comme une question de survie. Je ne sais pas exactement comment tout cela fonctionne, et je ne pense pas que les explications aient beaucoup d'importance pour le moment, mais peut-être que la préparation en aura. J'ai vu les choses qui s'annoncent. Faites ce que vous pouvez. Faites simplement ce que vous pouvez. Et préparez-vous.